Oui, Walid. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue encore une fois avec nous pour cette rencontre qui est devenue un peu une habitude, une fois toutes les 2 semaines. Cette fois, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui a beaucoup compté pour la vie culturelle de Marrakech et qui a aussi beaucoup compté pour moi, vu que je suis un ancien étudiant de l'École supérieure des arts visuels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Melelli, le directeur général de l'École supérieure des arts visuels et son cofondateur. Bonjour Vincent. Bonjour Walid, bonjour à tous. Alors, je tiens aussi à rappeler que, comme d'habitude, il y aura 2 étudiants chroniqueurs qu'on verra tout au long du live avec nous. Donc, il y aura Georges et Jeannette qui seront appelés à un moment pour faire leur chronique. Alors, Vincent, j'aime bien commencer d'habitude cette rencontre par la même question. Alors, qui est Vincent Melelli de la bouche de Vincent Melelli? Donc, comment tu te présenterais? Alors, on va peut-être… c'est difficile comme question, mais je vais raconter un peu rapidement ma vie, on va dire. Voilà, donc je suis né à Casa, je suis un Casablancais. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon lycée à l'IET, j'ai passé mon bac et je suis parti faire des études en France, à Paris. Voilà, j'ai étudié le cinéma, mais plutôt de manière théorique à l'université, la littérature et le théâtre. J'ai suivi une formation d'acteur. Voilà, j'ai pensé me destiner à la carrière d'acteur pendant un temps, et puis j'ai en fait renoncé à cette carrière qui était extrêmement exigeante. Et voilà, je me sentais j'avais besoin d'un peu plus de sécurité dans la vie que la carrière d'acteur. Et donc, j'ai beaucoup profité d'une période assez exceptionnelle à Paris. En fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était en 75, donc c'était l'après 68, et puis l'effervescence intellectuelle de tous les mouvements, des grands philosophes comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Tous avaient des séminaires au Collège de France, à l'Université de Vincennes. Et donc, j'ai profité de manière totalement boulimique de toute cette période où je courais de cours en cours, de séminaire en séminaire, et où j'ai aussi été énormément au cinéma. Voilà. Et c'est en fait dans cette période de ma vie où j'ai rencontré les gens avec qui je suis toujours ami et qui ont été, je dirais, ma bande, mon groupe de pensée, de réflexion et de travail, puisque c'est avec ces gens que j'ai commencé ma carrière dans le cinéma. J'ai commencé par être exploitant. Exploitant de salle, c'est-à-dire en fait gérant de salle de cinéma. Donc voilà, j'avais 24 ans exactement. J'ai avec 3 autres amis, donc Jean-Jacques Zilberman qui est réalisateur, Brigitte Acquenin, Dominique Ehrenfried. On a repris la gérance de cette salle. Et voilà, c'était une vieille salle de quartier dans le 13e arrondissement, au Gobelin, qui était un peu poussiéreuse, qui fonctionnait avec 12 séances par semaine. Et on a repris cette salle et on en a fait une sorte de lieu incontournable de la vie parisienne, notamment parce qu'on a commencé à faire des nuits de cinéma. Voilà, donc ça a été, je dirais, le début de l'aventure. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, je sortais de la fac, j'avais absolument aucune expérience de travail. Les camarades avec qui j'étais étaient dans la même situation que moi. On était un peu des doux rêveurs. On avait envie de gérer une salle de cinéma, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était qu'une entreprise. Et on a appris ensemble. Et cet apprentissage a été une chose fondamentale pour moi. Je me suis découvert, en fait, au travers de cette expérience de gestion de salle de cinéma. Gérer une salle de cinéma, c'est à la fois la programmer, bien sûr, mais c'est aussi gérer une entreprise, gérer un commerce, demander des crédits,
avoir une vision aussi au niveau de la programmation, mais aussi au niveau du développement de l'entreprise. Et donc, voilà, je dirais pas à pas, avec beaucoup d'erreurs, j'ai j'ai fait cette expérience de gestion de salle. C'était très enthousiasmant. C'est extraordinaire de vivre l'expérience de louer un film, de d'annoncer sur les guides que le film va passer, et on se dit, ben, il n'y a personne qui va venir, et puis tout d'un coup, il y a du monde qui arrive, et la salle se remplit, et la projection se passe, et on a l'impression qu'on est magicien, parce qu'on donne du plaisir aux gens, simplement comme ça, en les accueillant et en partageant la passion du cinéma. Voilà. Donc Est-ce cette que, aventure a été… Pardon, vas-y. est-ce qu'à ce moment-là, Vincent, pendant que tu étais exploitant de salle, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui se construisait en arrière-plan dans ta tête, donc, en fait, où tu te projetais déjà comme quelqu'un qui était dans la pédagogie et la transmission? Non, non, pas du tout. J'ai toujours aimé l'école. Hein. J'ai toujours aimé, j'aime toujours apprendre. Donc ça, c'est une vraie passion. Mais à ce moment-là, non, absolument pas. C'était vraiment très, très loin de moi de pouvoir penser à ça. Mais il y a une logique en même temps, parce que je suis pas enseignant, je ne suis pas cinéaste. Et en fait, le chemin qui m'a conduit à aller vers la construction d'une école, c'est en fait la relation au public. Parce que très vite, hein, déjà dès l'expérience de l'Escurial, avec mes camarades, la question en fait de comment faire pour remplir une salle se posait. Comment créer une relation de proximité avec le public de quartier, comment faire en sorte que les gens fassent la différence entre cette salle et une autre salle où le même film passe. Et cette relation au public, je l'ai poursuivie au cours de ma carrière. Donc après l'Escurial, qui a très bien marché, ça a été véritablement un succès commercial. On a été reconnu sur la place des professionnels du cinéma, et on a pu, grâce à cette expérience, racheter une autre salle sur les grands boulevards, une grande salle qui est un peu une salle mythique, qui est le Max Linder. Donc on a fait des travaux, on a vraiment, voilà, et cette salle est devenue numéro 1 du box-office parisien. Et donc avec d'autres questionnements aussi sur la manière de travailler avec le public. Donc on a énormément organisé des projections de courts-métrages, des nuits de courts-métrages. On s'est mis en relation très proche avec toute la nouvelle génération du cinéma français de l'époque. Avec notamment, bon, sans doute vous n'avez pas connu, mais tous les jeunes qui travaillaient à Starfix, qui étaient un peu, je dirais, une sorte de contrepoint de la génération cahier du cinéma, Nouvelle Vague, etc. Et donc, dans cette manière de programmer, dans cette relation au public, j'ai commencé déjà à être dans cette volonté de transmission. Parce que finalement, une salle de cinéma, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage où les gens rentrent, voient un film et sortent. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est, avec ces salles de cinéma, c'est de faire que le public reste dans la salle et que la parole circule, que la discussion d'après-film soit aussi importante que le film et que les relations humaines, voilà. Ça peut nous amener, si tu veux, à cette manière de concevoir l'école au niveau déjà de son bâtiment et de son architecture. Je pense qu'il y a quelque chose de ce passé d'exploitant dans la manière de concevoir les salles. Mais j'imagine, ça ne s'est pas fait directement en fait. On n'est pas passé du Max Lander directement à l'ESAV. Il y a eu quelque chose qui a ramené Vincent Mellely, natif de Casablanca, au Maroc déjà. Oui, absolument. Donc en fait, ça s'est passé. Bon, pour les faits, c'est que donc le Max Linder, ça a très bien marché sur les premières années. Puis sont arrivés les multiplex, donc des énormes centres cinématographiques, on va dire, de salles de cinéma avec une vingtaine de salles de cinéma et qui ont joué un peu comme un aspirateur de public. Et on s'est retrouvé un peu en difficulté et voilà, il fallait vendre le Max Linder. À ce moment-là, pendant que les négociations se passaient, j'ai été
pas mal sollicité pour intervenir sur des projets de salles de cinéma. Donc, j'ai été appelé à la Maison de la Culture de Bourges, qui voulait construire une salle de cinéma. Donc, j'ai mis en place à la fois la salle, mais aussi le programme, la relation publique, etc. Et je suis devenu secrétaire général de cette Maison de la Culture, où j'ai fait un peu d'autres métiers, notamment celui de programmer un lieu à la fois avec de la musique, de la danse, du théâtre, mener des actions dans les quartiers. Et, voilà. Et donc, j'ai appris un peu un autre métier qui m'a conduit à cette expérience de Marrakech et de l'Institut français. En fait, c'est grâce à la Maison de la Culture de Bourges qu'on m'a repéré, je dirais, comme professionnel et qu'on m'a proposé ce poste formidable de direction de l'Institut français de Marrakech. Et Voilà. c'était il y a combien d'années? C'était en 98. Donc 22 ans, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises? Non. Oui, pratiquement, 22 ans. Je ne sais plus. Enfin, moi, je suis perdu avec le. Oui, c'est ça, 22 ans, puisqu'on est en 2020. Donc, 98, j'arrive à Marrakech. Et là, ça a été, je dirais, un enchantement, vraiment. Ça a été 4 années totalement exceptionnelles parce que j'avais accumulé de l'expérience, toute une réflexion. J'avais aussi construit un réseau professionnel, pas uniquement dans le cinéma, mais aussi dans le théâtre, dans les arts de la scène, etc. Et donc, voilà, j'étais chargé de cette expérience et en même temps, je revenais à la maison, au Maroc que j'avais jamais quitté, hein, parce que mes parents étaient restés au Maroc. Donc, je revenais d'une manière, tu vois, comme tous les expatriés, je dirais, je revenais tous les ans au pays. Mais là, de venir ici, de revenir à Marrakech et de commencer à travailler au Maroc avec ce public-là, ça a été un moment formidable. Voilà. Et donc, l'expérience, pour revenir à cette question du public, c'est que la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment renouveler le public de cet institut. La fréquentation était essentiellement les jeunes qui allaient au cours de langue, la médiathèque qui fonctionne très bien, qui marche toujours très bien. Et puis au niveau de la programmation, il y avait, je dirais, le public francophone, soit la bourgeoisie marocaine, les expatriés français. J'avais envie de toucher autre chose, de toucher un autre public et de m'adresser surtout aux jeunes. En fait, l'expérience de Bourges, notamment des actions culturelles dans les quartiers, etc., je l'ai reproduite à Marrakech en mettant en place de la formation. C'est comme ça que j'ai commencé cette fréquentation de la formation. Alors, au départ, c'était simplement des ateliers. Donc, il y avait des ateliers d'écriture de courts-métrages qu'on a mis en place. D'ailleurs, dans le premier atelier qu'on a mis en place, il y avait Hicham Lasri. Donc, vous voyez, ça a été un peu une entrée quand même pour certains des jeunes professionnels d'aujourd'hui. Donc, il y a ça. Et puis, la danse contemporaine aussi, parce que j'avais la conviction que l'expression la plus directe passait par le corps et qu'il y a une autre intelligence que l'intelligence cérébrale ou que l'intelligence de la formulation abstraite et qu'il y a une intelligence du corps et que la présence du corps, que la présence du mouvement, que la relation aux autres dans le physique apporte énormément. Et en effet, ça a été une expérience extrêmement enrichissante et qui a produit des choses concrètes très importantes, puisque de cette expérience, bien sûr, je ne l'ai pas menée tout seul. Hein, je veux dire, il y avait à la fois toute l'équipe de l'Institut, mais il y avait aussi des professionnels comme Mathilde Monnier, Bernardo Monté, Georges Apex, enfin, voilà, de grands chorégraphes français ou belges ou portugais qui sont venus donner des ateliers dans cette période et qui ont permis l'émergence notamment la compagnie Anania, Bouchra Ouzgan. Ça a donné naissance au festival On Marche et à toute cette génération.
Et c'était tellement, comment dire, euh, riche comme expérience, à la fois euh, dans la pratique même de ces expressions-là, mais aussi humainement, de voir des jeunes s'épanouir, euh, avoir confiance en eux, se mettre alors qu'ils avaient en tête simplement de pouvoir partir du Maroc, l'idée de rester au Maroc, de pratiquer leur art au Maroc et de faire en sorte que la pratique de cet art puisse se développer dans leur pays, de créer une relation eux aussi au public. Pour moi, ça a été vraiment une grande joie, une grande réussite. Et je me suis mis à rêver à ce moment-là, dans le partage au quotidien de cette expérience, à un lieu qui serait… voilà. Dans un premier temps, j'avais l'idée plutôt d'une sorte d'université pluridisciplinaire d'enseignement artistique, où se croiseraient à la fois des acteurs, des plasticiens et voilà, des scénaristes, des écrivains, des cinéastes. Enfin, voilà, c'était un peu une utopie. Hein. C'était une utopie véritablement. Voilà, et ça, c'est devenu possible. Alors, ça, c'est devenu possible. J'imagine qu'il y a eu un entre-deux entre l'Institut français de Marrakech et l'ESSAV. Moi, je connais un peu toutes ces péripéties et je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus que 2 lives pour tout détailler. Donc, c'est devenu possible grâce à une rencontre, Vincent. Oui, Et en fait, et si on exactement. parlait de cette rencontre? Alors, voilà, donc j'ai rencontré dans le cadre de cette mission à l'Institut français un couple de Suisses allemands. Dans un premier temps, j'ai connu Susanna Biderman, qui, en fait, j'avais créé un comité des acteurs culturels de la ville. Et Suzanne est arrivée pratiquement en même temps que moi à Marrakech, donc en 98, et elle avait racheté un lieu qui est d'Arbellarge, et elle était en travaux au moment où je l'ai rencontrée. Et puis, voilà, dans le cadre de ce comité des acteurs culturels de la ville, où on se réunissait une fois par mois pour discuter de nos programmations respectives, on est devenus amis, enfin, on a sympathisé, voilà. Et donc, on a énormément parlé avec Susanna de notre rôle et de notre mission à Marrakech. Bien sûr, on faisait la même chose, et donc on partageait énormément sur ces questions de comment agir sur la jeunesse de Marrakech et comment leur apporter cette, cette intelligence dont je parlais tout à l'heure, cette intelligence créative, cette intelligence du corps, cette capacité à rendre concret et à traduire en œuvre, entre guillemets, en tous les cas en quelque chose de partageable. Euh, euh, voilà, donc ça c'est le cœur de nos discussions avec Suzanne autour d'un verre de vin rouge, parce qu'elle aimait beaucoup ça. Et donc, on est devenus voilà, amis. Et quand je lui ai dit que ma mission se terminait, donc ça c'était en 2002, elle m'a dit « Ah, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on a vraiment des choses à faire ensemble et que j'ai vraiment pas envie qu'on arrête cette discussion. Voilà, j'aimerais te proposer voilà, qu'on travaille ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'important à Marrakech. » Voilà, à ce moment-là, moi, j'étais déjà nommé à Londres, et donc j'avais envie aussi de faire cette expérience londonienne, voilà, fréquenter un peu l'autre partie du monde, le monde anglo-saxon. Et voilà, donc je suis allé à Londres, j'y ai passé 2 ans, mais je n'ai pas quitté Susanna. J'ai continué à discuter avec elle, on se parlait au téléphone. Je suis allé la voir à Bâle, dans sa maison en Normandie aussi. Et au cours de ces séjours, on a commencé à élaborer le projet. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a transformé le rêve en quelque chose d'un peu plus concret que le rêve, qui n'est pas encore une école, mais c'était des dossiers, des chiffres, des prévisions. Et voilà, et petit à petit, ça s'est mis en place. Et je suis arrivé donc en 2004 à Marrakech, avec voilà, Suzanne et Max.
Voilà, ça me fait plaisir de les voir. Et donc, voilà, je suis arrivé en 2004 à Marrakech. Je me suis installé dans un des bureaux de la maison bureau de Darbellarge. Et, euh, et voilà, j'ai commencé tout seul, dans un premier temps, à travailler pour essayer de monter un peu cette affaire. Euh, Très rapidement, j'ai demandé à Othman Bouab, qui était quelqu'un que je connaissais, qui est enseignant à l'université, qui était vice-président de l'université, euh, de, euh, de nous rejoindre dans l'équipe. Enfin, bon, je raconte un peu vite hein, l'histoire, bien sûr. Et lui nous a mis en contact avec le président de l'université de l'époque, Ahmed Jebli. On s'est rencontrés et voilà, l'histoire a commencé véritablement à se concrétiser à partir de cette première rencontre avec le président de l'université qui a compris tout l'intérêt du projet et qui nous a permis de négocier un terrain, qui est le terrain sur lequel l'école est construite et qui était en fait qui appartenait pas directement à l'université, mais qui était à l'usage de l'université. Et donc, il nous a permis de passer un accord avec les domaines de l'État marocain. Et donc, on a signé un bail pour 40 ans. Et voilà, et dans 40 ans, enfin 40 ans après la signature du bail, la signature était en 2006, 40 ans après la signature du bail, l'école reviendra à l'État marocain. Voilà, mais j'espère que d'ici là, les anciens de l'ESSAV auront suffisamment d'expérience pour reprendre la gestion et la direction générale de cette école. Alors, Vincent, concrètement, quand est-ce que l'ESSAV Marrakech a commencé en tant qu'école? Et Ouais, donc la première année, c'était donc on a sélectionné la première promo en 2006, mais le bâtiment n'était pas encore construit. Et donc, on a fait une première année à Darbellarge, dans la cour du Grand Riad de Darbellarge. C'était assez formidable. Il y avait 18 étudiants. On vivait hein, pratiquement à Darbellarge. Ils arrivaient le matin, partaient le soir. Souvent, le soir, c'était très tard parce qu'on organisait des projections. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette année était assez exceptionnelle. 18 étudiants dans ce lieu absolument magique, au cœur de la Médina. C'était comme une sorte de famille élargie voilà, qui a vécu ce moment. Donc, voilà, de temps en temps, on venait, on a fait des visites tous ensemble avec les 18 étudiants, plus toute l'équipe, voir le chantier et imaginer un peu, parce que bon, au départ, il n'y avait pas encore vraiment les murs. Voilà, mais donc le chantier s'est déroulé. On a pu faire l'ouverture dès la deuxième année, dès octobre 2007, dans les nouveaux bâtiments. Avec quelques petites. Enfin voilà, les peintures n'étaient pas sèches, il y avait encore des travaux dans le sous-sol. Des fois, il fallait faire arrêter les travaux pour pouvoir s'entendre dans les cours. Mais bon, voilà, c'était un petit passage douloureux pendant 3 mois, mais en fait, on n'en a que des bons souvenirs. alors, on va montrer un peu quelques petites photos du bâtiment. Tu peux en parler un peu, je pense que ça va éveiller quelques souvenirs. Mais bon, c'est des photos, pas du chantier, mais du bâtiment déjà fini. Oui, donc ce que je te disais quand même tout à l'heure, Walid, sur le bâtiment, c'est que la manière dont ça a été conçu, c'est que, en fait, dans cette première période, dans cette pré-rentrée, je dirais, avant que l'école existe, on a constitué quand même une équipe pédagogique très, voilà, constituée essentiellement de professionnels. Euh, pour ceux qui le connaissent, il y avait à côté de moi aussi, dans la constitution de cette équipe, Hamid Farjad, voilà, qui est toujours enseignant à l'école et à qui je dois énormément, puisque c'est lui qui a amené un petit peu sa bande, parce que Hamid a fait l'INSAS à une période qui était en fait les débuts de l'INSAS, et il était extrêmement euh, je dirais, plein de reconnaissance pour cette période de formation qu'il a bénéficié, et il a gardé tout un réseau d'amis avec qui il était à l'école et qui sont devenus de grands professionnels.
notamment Charlie Van Damme, Alain Marshall. Voilà, une jeune femme qui nous a quitté malheureusement, Martine Zevort, qui était responsable de la filière montage. Et donc, voilà, cette première équipe pédagogique avec laquelle on a travaillé a été impliquée aussi dans le projet architectural. Et donc, l'école est la traduction, je dirais, d'un projet pédagogique qui a été écrit, pensé avec ces professionnels. Et donc, voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Walid, mon expérience d'exploitant a joué un rôle important. Donc, dès l'entrée là qu'on voit là, on arrive dans un hall qui est en fait un hall comme un hall de cinéma, avec un café qui est le café du film et la possibilité donc pour un public pas uniquement des étudiants, mais un public de Marrakech. Il faut dire qu'on est aussi dans le quartier des universités. On est tout près du campus, on est tout près de la fac de lettres, de la fac de droit. Et donc, c'était aussi important d'avoir une relation avec le public des étudiants, de faire en sorte que voilà, les étudiants de cinéma soient aussi confrontés en fait, au public de manière directe. Donc, à la fois un café, une salle de cinéma qui est une vraie salle de cinéma avec 200 places, projection numérique, Dolby Stereo, enfin voilà, un véritable outil de projection. Voilà, ensuite, bien sûr, des salles de classe, hein, il en faut, mais aussi tout un outil de fabrication des films, puisque l'idée est qu'on puisse, à l'intérieur de l'ESSAV, fabriquer un film complètement, à la fois écrire, préparer, tourner, mais aussi avoir toute une chaîne de post-production qui soit tout à fait opérationnelle et professionnelle. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu, ça s'est fait étape par étape, mais aujourd'hui, l'ESSAV est un véritable outil de production et de fabrication. Alors, Vincent, l'ESSAV a, depuis le début, été conçu comme une école de cinéma et de graphisme, ou de graphisme et de cinéma. Est-ce qu'elle a commencé, en fait, brièvement, parce que juste après, je passe la parole, juste après cette intervention, à Janat, qui est étudiante en graphisme et qui voudra te poser des questions sur son département. Mais là, en fait, est-ce que dès le début, l'école a commencé en tant qu'école de cinéma et de graphisme? Non, en fait, on a commencé, c'était, voilà, malheureusement, en fait, voilà, je fais un petit peu une marche arrière, mais Susanna était elle-même graphiste, designer d'intérieur, voilà, et Max, architecte. D'ailleurs, c'est Max qui a dessiné les plans de l'école. Et donc, c'est vrai que moi, je n'avais pas cette culture, je dirais, des arts visuels, du graphisme, etc. Ça, c'est quelque chose que Suzanne a apporté dans l'école. Et donc, voilà, donc, le problème, c'est que Suzanne est tombée malade assez rapidement. Et donc, malheureusement, d'ailleurs, elle n'a pas vu l'école construite. Elle nous a quittés avant. Et donc, c'était difficile de lancer les deux départements en même temps pour cette raison. Donc, on a ouvert le département cinéma en 2006 et le département graphisme a ouvert en 2008, grâce à Florence Robert qui a rejoint l'équipe, voilà, qui a construit le département voilà, qui existe aujourd'hui. Donc, voilà, pour ceux qui ont regardé le live de Jana, Jana est quelqu'un qui est arrivé il y a à peu près, enfin, il y a quelques mois pour succéder à Florence Robert. Alors, en fait, je tiens juste à faire une petite parenthèse pour rappeler aux gens qui nous suivent sur Facebook qu'ils peuvent poser des questions qui seront retransmises à Vincent Melili pendant la dernière demi-heure du live. Et là, en fait, je passe la parole à Jeannette, qui est étudiante en graphisme à l'ESSAV, qui va se présenter et te poser quelques questions, Vincent. Alors,
Je m'appelle Jeannette, j'ai 22 ans et je suis une étudiante en graphisme à l'ESSAV, en troisième année. J'ai intégré l'école parce que je suis déjà une passionnée du monde créatif, mais surtout en graphisme par l'édition et la typographie. Alors, on parlait un peu du passé de l'ESSAV et son évolution et son ouverture à l'Europe et le monde arabe. Donc, cette année, nous avons eu un changement dont vous avez parlé, un changement important qui a été la nouvelle directrice, Jana. Donc, ma question, c'est comment est-ce que vous envisagez le futur de cette école ou bien du département graphisme avec Jana comme nouvelle directrice? Alors, merci beaucoup, Jeannette, de ta question. Euh, voilà, qui va me permettre d'ouvrir un peu les perspectives. C'est vrai que très naturellement, que ce soit d'ailleurs Florence, mais moi-même, les relations qu'on a sont des relations très liées à la France et au monde francophone. Les partenariats que nous avons, que ce soit avec des écoles ou même avec des professionnels, ce sont des relations qu'on a créées au cours de notre vie professionnelle nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que ce soit pour Florence ou pour moi, on a vécu à Paris, on a travaillé à Paris, on a créé ce réseau professionnel là. Alors, Paris est une ville-monde hein, en même temps. Il y a une diaspora marocaine très importante qui vit là-bas. Donc, on a pu constituer un réseau de professionnels et amical qui, en soi, est déjà très diversifié. Voilà, c'est pas uniforme, mais en même temps, bon, il y a quand même cette relation, je dirais, nord-sud. Voilà, et c'est aujourd'hui, après donc 10 ans du département graphisme, c'était important de pouvoir essayer d'ouvrir sur le reste du monde. Comme tu le sais, et ça c'était déjà depuis le début, vraiment, depuis les premières discussions qu'on a pu avoir sur le département, la volonté d'inscrire la langue arabe dans le cursus, d'avoir des ateliers de typo arabe et aussi d'amener le tifinagh, qui maintenant est langue officielle au Maroc et qui, voilà, donc de travailler aussi sur ces caractères-là. Donc, c'est une des spécialités de ce département. Il y a cette volonté-là et cette spécialité, je dirais, et c'était assez naturel, je dirais, d'aller chercher pour succéder à Florence une personnalité comme Jana qui a à la fois, je dirais, des relations aussi bien avec le monde anglo-saxon, parce qu'en tant que Libanaise, elle est aussi à la fois arabophone, anglophone, francophone, une expérience donc en France, en Espagne, enfin bon voilà. Donc je dirais que ça a été un peu un coup de foudre, cette rencontre avec cette jeune femme que vous avez pu découvrir il y a 2 semaines. Voilà, donc la volonté qu'on a, je dirais, pour ce département, c'est à la fois donc, de développer toute cette expertise-là, pas uniquement sur la communication en arabe, mais aussi, Jana en a très bien parlé, de la communication bilingue, et aussi le rapport à la mise en page à partir de l'écriture arabe. Voilà, donc ça, c'est un des points, parce qu'il y a un marché extraordinaire. Je veux dire, aujourd'hui, ce ne sont que les Libanais qui ont les plus gros marchés, par exemple, dans les pays du Golfe. C'est intéressant de pouvoir amener un nouveau regard, une nouvelle manière de faire, et d'amener notre culture marocaine à l'intérieur de ça. Parce que ce qu'il y a de formidable avec la formation de graphisme et le développement d'un graphisme dans un territoire, dans un pays comme le Maroc, c'est que une des choses importantes, c'est le travail sur l'identité. On parle bien d'identité visuelle, les entreprises cherchent des identités visuelles. Et donc cette question de l'identité, elle est intéressante à développer au Maroc. C'est quoi un graphisme marocain? Voilà. À la fois
ancré dans sa réalité locale, mais aussi qui s'adresse au reste du monde. Voilà, donc c'est une force, c'est un pouvoir d'influence que je trouve vraiment très, très important et très intéressant. Donc voilà, ça c'est une partie, je dirais, de la vision de développement pour répondre à ta question. L'autre chose, c'est que il faut qu'on arrive à avoir plus de passerelles entre les deux départements. Donc, C'était pas évident. Vincent, et qu'est-ce qui arrive? C'était la deuxième question de Jeanne. Pardon. Vas-y, Jeanne. On parle de département graphisme et de département cinéma, mais ils coexistent sous le même toit, si je puis dire, si je peux dire. Donc, comment est-ce que, à votre avis, le cinéma et le graphisme coexistent au sein et en dehors de l'école? Très bien. Donc déjà, bon, on a encore du travail, hein, parce que je pense que voilà, par rapport aux premières années, ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est amélioré parce qu'on a mis en place des ateliers communs, etc. Mais pas uniquement. Ce qui a permis l'évolution, c'est tout le développement du digital. Parce que voilà, il y a le print d'un côté, le digital de l'autre pour le graphisme. Voilà, aujourd'hui, la communication passe énormément par, c'est ce qu'on est en train de faire là, enfin, passe énormément par les ordinateurs et les contenus qui sont proposés sur Internet sont des contenus qui doivent être à la fois conçus de manière graphique, mais en même temps aussi narrative. Une des choses, par exemple, importantes donc le cinéma a l'habitude de raconter des histoires. Le graphisme, de plus en plus, va être en situation de raconter des histoires. Je pense que les graphistes vont être de plus en plus sollicités pour travailler avec du son, avec de la parole. Et donc là, il y a véritablement un champ commun d'exploration. De l'autre côté, du côté du cinéma, voilà, nous, on accueille à peu près une trentaine d'étudiants chaque année. Donc, il y en a, voilà, il y a à peu près entre 25 et 30 qui sortent de l'école. Tous ne vont pas faire des carrières dans le cinéma. Et le monde de la communication visuelle et de la communication digitale va, pour beaucoup, les absorber. Voilà, je pense qu'il y a énormément de travail parce qu'il va y avoir de plus en plus de besoins de création de contenu pour Internet, pour les réseaux sociaux, pour la communication d'une manière générale. Et je pense que cette collaboration des gens de cinéma qui sont plus à même de raconter des histoires, de travailler avec l'image, le son, vont pouvoir, je dirais, être complémentaires et travailler avec des graphistes, des directeurs artistiques, dans une logique plus de répondre à des commandes que d'être directement auteurs de leur propre contenu. Alors, merci beaucoup, Jana, pour tes questions. Je pense qu'on va revoir Jana à la fin du live pour un petit mot de la fin. Vincent, j'aimerais bien un peu revenir sur les piliers qui sont pour moi les piliers de l'école. Parce que tu sais, il y a 12 ans maintenant, quand j'ai atterri à l'ESSAV, alors je savais que j'allais dans une école privée. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais arriver quand même dans une école privée. Parce que ce n'était pas ma première année après le bac. En fait, j'avais fait une école avant, qui est privée aussi, d'une autre discipline. Et en arrivant à l'ESSAF, je ne me doutais pas que j'allais être surpris par un mode de fonctionnement qui est complètement, ou peut-être qui était à l'époque complètement original. En fait, on avait deux mots qui se répétaient tout le temps à l'école, ou plutôt trois. C'est école à but non lucratif, mixité sociale et mixité culturelle. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler de ces volets-là? Oui, bien sûr. Donc, c'était essentiel hein, comment dire, de construire ça. En fait, bon, dès le départ, dès les premières discussions qu'on a eues avec Suzanne,
on s'est dit, mais voilà, on n'est pas en train de travailler pour fabriquer une école de riches pour riches. En même temps, bon, il fallait trouver aussi un modèle économique pour faire fonctionner cette école. Suzanne et Max ont créé une fondation en Suisse. Voilà, donc il y a une sorte de fonds structurel qui permet aujourd'hui de financer qui a permis dans un premier temps de financer la construction de l'école, parce que ça a quand même été un gros morceau, hein, ça a coûté près de 60 millions de dirhams. Et aujourd'hui, donc la fondation continue à financer une partie du fonctionnement de l'école. Mais ça ne permettait pas de… Enfin voilà, une école de cinéma, ça coûte cher, ça coûte très cher même. Voilà, je ne sais pas si c'est intéressant de donner des chiffres, mais en tous les cas, c'est beaucoup d'argent. Donc, il n'était pas possible de financer de manière totale cette école et d'en faire une école gratuite. Donc, voilà, le système qu'on a trouvé, qui, à mon avis, bon, je ne pense pas qu'on l'ait inventé, hein, je suis sûr que ça existe ailleurs, c'est de créer un fonds de bourse et de permettre aux étudiants qui n'ont pas les moyens de payer l'école d'avoir en fait accès à ce fonds de bourse. Ça représente quand même aujourd'hui, voilà, en gros, pour donner, je dirais, un schéma plus global de ce système, c'est que 30% du budget est apporté par la fondation, mais 70% est apporté par ce que payent les étudiants. Et à l'intérieur de ces 70% que payent les étudiants, nous avons, donc il y a quelqu'un qui a travaillé, Brigitte Acnin, qui a travaillé pendant 10 ans avec nous pour constituer un réseau de donateurs de bourses qui est la constitution de ce fonds. Et chaque année, après le concours d'entrée, on réunit une commission qui est une commission totalement indépendante de l'école. Il n'y a pas de représentant de l'école. Moi, j'assiste à la réunion parce qu'il y a éventuellement des questions qui me sont posées, mais cette commission est totalement souveraine et donc on distribue ce fonds de bourse à partir de critères qui sont bien sûr le rang au concours, donc quand même l'excellence joue un rôle important. Ensuite, le revenu des parents, l'éloignement par rapport à Marrakech, parce que c'est vrai que venir de Casa ou d'un autre pays, c'est des frais supplémentaires, il faut se loger, etc. Et aussi le nombre d'enfants à charge. Donc, à travers ces critères, on distribue à peu près, je dirais, l'équivalent d'une quinzaine de bourses par an, mais comme on ne donne pas que des bourses complètes, on donne aussi des demi-bourses, des quarts de bourse, etc. On arrive à aider, au bout du compte, les derniers chiffres, c'est 38% des étudiants reçoivent une aide de ce fonds de bourse. Voilà, je pense que je t'ai un peu expliqué ce qu'était la mixité sociale, parce que voilà, et c'est intéressant. Alors, c'est pas sans problème, hein, parce que c'est vrai que le Maroc est très divers dans sa sociologie. Et donc, il y a des gens qui vivent dans des quartiers, des villes différentes, ne se croisent jamais et ont finalement très peu d'expérience de l'autre, ne se connaissent pas. Et c'est important qu'il y ait ce dialogue, pas uniquement horizontal, mais aussi vertical au niveau social. Et ça donne des choses vraiment très, très intéressantes et très riches. De la même manière, c'était très important de pouvoir créer au sein de l'école une mixité culturelle, qu'on ne soit pas maroco-marocain. Qu'il y ait dans les effectifs des jeunes filles, des jeunes hommes qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent d'autres pays du monde, qui viennent d'Europe. Ça relativise en fait les certitudes, ça pose des questions et ça rend, je dirais, à la fois le débat plus intéressant, mais surtout ça donne beaucoup plus de liberté pour chacun. Voilà, je pense que ça, c'est un point important de
qui a été, dès l'origine du projet, mis dans notre cahier des charges. Alors, pour développer cette mixité culturelle, ce qu'on a fait, c'est ce que font toutes les écoles. Hein, c'est rien d'original, mais c'est important, c'est du travail. On a multiplié les partenariats. Partenariats avec des écoles, mais partenariats aussi avec des centres cinématographiques. On a par exemple passé un accord avec le Centre cinématographique sénégalais et nous formons maintenant depuis près de 10 ans des jeunes Sénégalais. Certains sont retournés au pays et sont devenus un peu les piliers de la production cinématographique c'est bien sénégalaise. que tu en parles, Vincent, parce que j'aimerais bien passer la parole à Georges, qui est notre deuxième étudiant chroniqueur de la soirée et qui lui aussi a 2 questions pour toi. Oui, bonsoir à tous. Merci Walid. Bonsoir à Monsieur Vincent. Donc, vous avez d'une part un peu répondu à ma question, mais bon, je vais poser quand même. Vous avez tantôt parlé de mixité culturelle au sein de l'ESSAV. J'aimerais savoir quelle est la stratégie de l'ESSAV pour attirer les étudiants non marocains au sein de l'école. Alors, voilà, Georges, en fait, le point le plus important, c'est que déjà, en fait, la stratégie, c'était une stratégie un peu de marketing. Donc, on s'est appuyé sur, par exemple, le réseau des instituts français qui joue un rôle très important sur le continent. Donc, ça a été un relais essentiel. On a aussi un partenariat avec TV5 Monde, vous connaissez tous la salle TV5 Monde de l'école. Ils ont une salle et donc, voilà, et en contrepartie de c'est un échange, en fait. Ils diffusent un spot de promotion de l'école qui invite les jeunes subsahariens à s'inscrire. Après, le problème, c'est qu'il ne suffit pas juste de communiquer, il faut aussi donner les moyens à ces étudiants de venir. Donc certains ont la chance d'avoir des parents qui ont les moyens, qui peuvent les envoyer étudier au Maroc, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve d'autres moyens de financer ces études. Donc, il y a plusieurs partenaires qui se sont joints à notre projet, en fait, à l'école. Par exemple, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les centres cinématographiques comme le Centre cinématographique du Sénégal, le FEPACI, qui est ce réseau des professionnels du cinéma. Il y a aussi, pareil, le Centre cinématographique du Gabon qui aussi envoie des étudiants pour se former chez nous. Voilà, il y a quoi? On a eu aussi pendant 5 ans des bourses financées par la Fondation Ford, par la Doon Foundation, qui est la loterie nationale hollandaise. Donc voilà, enfin tout un travail. Vous pouvez imaginer derrière ça qu'il y a des gens qui travaillent pour monter des dossiers, convaincre les gens, voilà. Mais le résultat est formidable parce que c'est un incroyable enrichissement. Voilà. Enfin, moi, je le vois, j'en suis témoin, mais j'en suis témoin extérieur. Je pense que vous pouvez en parler, je dirais, mieux que moi de cette expérience de mixité. Georges, tu es… Oui. Ta deuxième… Georges, bon. Voilà, il a préparé sa réponse. Oui, je disais, Georges, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette mixité culturelle? Oui, moi je me dis que l'ESSAV, c'est un exemple. Hein. Vous avez réussi cela, à réunir plusieurs nationalités. Mais bon, moi je reste à ma fin, hein, parce que moi j'en parle tout le temps à mes collègues sénégalais. Il faut matérialiser cela. Beaucoup d'étudiants, après leurs études, bon, ils sont des Sénégalais, des Ivoiriens, ils partent chez eux. Mais est-ce qu'ils nouent des partenariats, peut-être pourquoi pas un étudiant marocain qui décide de faire un film, invite un étudiant sénégalais, ivoirien et qu'il fasse le film entre… Voilà. Oui, alors moi je peux te répondre. Alors évidemment, c'est du cas par cas. Hein, c'est pas une volonté politique. Ça se tisse, je dirais, petit à petit, mais ça existe.
véritablement. Je sais que Pape Seck, par exemple, qui est retourné au Sénégal, qui a dernièrement tourné une série importante, enfin, tu dois être plus au courant que moi de ça. Je sais il a vécu à l'ESSAF pendant 5 ans. Il a rencontré des gens là-bas et je veux dire, à un moment, s'il a besoin d'un chef-op, il va naturellement se retourner vers le réseau des anciens. Il va choisir le meilleur cadreur ou le meilleur chef opérateur, quelle que soit sa nationalité. Il ne va pas forcément choisir un Sénégalais. Voilà. Évidemment, c'est plus facile pour un Sénégalais parce qu'il est sur place et qu'il se voit tous les jours. Mais à un moment, je pense que les liens se tissent, les gens sont connus, reconnus, et les choses peuvent se passer. C'est-à-dire, moi, je crois à ça. Je ne pense pas qu'il faille comment dire, une décision institutionnelle, même si c'est important et qu'elles existent en plus, parce que le Maroc a des relations très, très fortes avec le Sénégal. Mais au-delà de ça, je pense que les relations qui se nouent, qui se tissent, sont des relations qui s'inscrivent sur la durée et font que petit à petit, des choses vont se faire. Je fais juste une petite parenthèse avant de redonner la parole, Georges, pour ta deuxième question. Mais en fait, il y a, moi qui suis issu de promotions un peu plus vieilles, par exemple, je peux témoigner de certaines choses qui sont un peu timides, mais qui sont assez symboliques. Par exemple, le cas de Jaloud Zainou Tanguy, qui est revenu ouvrir sa boîte de production au Niger et qui a employé de… Donc, en fait, il a emmené un couple marocain carrément vivre à Niamey et travailler. En fait, il y a des étudiants d'autres pays en Afrique qui sont restés travailler, qui ont trouvé des jobs ici au Maroc. En fait, il y a ces passerelles qui se créent. C'est timide, certes, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que 12 ou 15 ans d'existence dans la vie d'une école? Oui, c'est très peu. Tu fais bien de le signaler. Je pense que c'est en effet, les choses se tissent petit à petit. C'est vraiment voilà, ça impacte en fait à la fois le secteur de l'activité au Maroc, mais aussi dans d'autres pays. Et ces liens, à mon avis, sont des liens pérennes qui vont rester. Ok, Georges, pour ta deuxième question. Oui. Donc, Monsieur Vincent, il y a quelques années, les écoles de cinéma d'Afrique s'étaient réunies ici à l'ESSAF. Donc, il a été, bon, vous avez noué des partenariats entre vous. Il a été même décidé de faire un festival d'écoles de cinéma, de films des écoles. Donc, j'aimerais savoir qu'en est-il de cela? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors, il y a eu une première édition. En fait, ça a été initié par l'école qui s'appelle l'ISMAC, qui est à Rabat, qui avait pris en charge en fait l'organisation de ce festival de films d'école. Voilà. Puis ensuite, il y a eu comment dire, un changement de direction à l'ISMAC et les choses se sont arrêtées en fait. Mais ouais, c'est une expérience qu'il faut reprendre et renouveler. En fait, ceci dit, les relations avec les partenaires d'écoles africaines sont toujours très, très, très vivantes quand même, parce que on fait partie d'un réseau d'écoles qui s'appelle le SILECT, qui regroupe un peu toutes les grandes écoles de cinéma du monde. Et c'est organisé en différents continents. Et donc, l'ESSAF fait partie du réseau africain. Et on est en contact avec à la fois les écoles d'Afrique du Sud, l'AFDA, mais aussi du Ghana, enfin voilà, toutes les écoles. C'est un réseau qui n'est pas énorme. Hein, il y a à peu près 6 ou 8, voilà, moins de 10 en tous les cas, écoles partenaires. Et on est en train de travailler sur la mise en place de projets communs. Alors peut-être un festival, mais bon, pas forcément un festival, aussi des ateliers, des échanges. Voilà, l'expérience que nous vivons en ce moment avec la Covid-19 nous amène à expérimenter la magie du digital. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir peut-être aller plus loin dans la possibilité de partenariat. Une des choses qui nous freine, c'est que
le continent africain est un continent où les billets d'avion sont très chers. Et ça impacte considérablement sur les projets qu'on essaye de mener. Alors, j'aimerais revenir. Vincent, donc on a parlé de 15 ans d'existence aujourd'hui. C'est cette année, ça va être la 15e promotion qui va rentrer en cinéma et peut-être la 12e qui rentre en graphisme. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça, oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu as eu le temps d'avoir un aperçu sur l'impact de l'école dans sa région. En fait, quel est selon toi l'impact de l'ESSAV dans Marrakech et dans la région? Et en fait, qu'est-ce qu'elle pourrait encore faire? Écoute, je pense que c'est je vais faire une réponse assez rapide. Quand on est arrivé en 2006, le fonds d'aide du CCM était à 20 millions de dirhams. Quelques années après, il est passé à 50 millions, il est à 75 millions. Donc, il y a véritablement une augmentation, je dirais, des moyens de production, puisqu'on sait que le fonds d'aide du CCM, en fait, l'avance sur recette, est un des éléments essentiels à l'initiation de nouveaux projets. Quand je vais au Festival de Tanger, je m'amuse à regarder le catalogue de manière presque à la loupe pour regarder où sont les Essaviens. Et ils sont partout, en fait. Ils sont dans tous les films, beaucoup sur les postes à l'image, au son, au montage ou à la production. Voilà, des courts-métrages des courts-métrages d'anciens qui sont présentés. Cette année, pour la première fois, un premier long-métrage, celui de Aladdin Jem. Je dirais, voilà, déjà, l'impact, il est là. Je pense que sans les SAV, ce développement pour parler uniquement du secteur du cinéma, aurait été freiné véritablement. Parce que quand j'ai fait la première fois le tour des producteurs pour dire voilà, j'ai le projet d'une école, etc., ils m'ont tous reçu comme le sauveur. La situation était désespérée. Leur difficulté d'arriver à trouver des professionnels pour travailler, c'était la croix et la bannière, quoi. Il n'y avait pas de professionnels. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité de travailler avec des gens formés, bien formés, avec des méthodes de travail, avec des gens qui ont appris à travailler de manière concrète. Donc voilà, ça c'est un impact réel. Je pense après qu'il y a la dimension, je dirais, que tu posais sur les SAV à Marrakech, les SAV n'est pas qu'une école, c'est aussi un lieu de culture, un lieu de dialogue. Et ça, c'est quand même un point important. Je pense que, voilà, en plus, on travaille beaucoup en réseau avec le cinéma Colisée, avec le musée Yves Saint-Laurent, avec l'Institut français. Et donc, voilà, ce réseau de lieux crée une véritable dynamique culturelle dans la ville qui est, à mon avis, très important. Je pense que les SAV jouent un rôle vraiment à la fois de partenaires, mais pas que de partenaires aussi, parce qu'on initie beaucoup de choses. Et ça, c'est une chose. Voilà, je peux dire ça sur l'impact, je dirais, direct. Voilà, au niveau du graphisme, il faut savoir que les étudiants qui suivent la licence et le master de ce département ont du mal à finir leurs études parce qu'ils sont engagés dans les agences avant même d'avoir fini leurs études. Et on a du mal à les faire sortir de leur stage. Donc voilà, c'est à la fois des compétences très demandées sur le marché du travail. Et je pense qu'on apporte, alors c'est plus difficile à mesurer parce que ce n'est pas individuellement qu'ils sont reconnaissables, c'est plus au niveau d'un travail, d'un projet, etc. Mais je suis sûr qu'ils jouent un rôle et elles jouent un rôle important dans les agences de communication. Aussi des agences créées par des anciens étudiants qui font un très beau travail.
J'aimerais juste dire aux gens qui nous suivent qu'on va un tout petit peu déborder sur le temps attribué aux questions, en fait, qui restera tout de même d'une demi-heure. Mais en fait, cette première phase de la rencontre va déborder un tout petit peu. Donc, vous pouvez toujours laisser vos questions sur la page Facebook d'Essav Marrakech qui me seront retransmises et que je retransmettrai à Vincent par la suite. Vincent, ma question par rapport à la place dans Marrakech, et là, tu commences, il y avait un début de réponse avant que je te coupe. C'est alors une école de graphisme, de cinéma et d'audiovisuel, donc en fait des disciplines très visuelles dans une ville comme Marrakech, qui est une espèce de plaque tournante de la culture au Maroc, mais aussi la destination touristique par excellence. Comment l'ESSAV s'inscrit dedans, en fait, dans cette dynamique? Écoute, alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un peu compliqué quand même, rapidement. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, quand même, c'est que c'est un point sur la pédagogie, parce que finalement, on a peu parlé de pédagogie. Donc, je voudrais, et je vais je vais faire la réponse à ta question. L'ESSAV est une école où on apprend de manière pratique. Voilà, c'est une école d'art qui vise à former des praticiens. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est une école, par exemple, où le corps professoral est pratiquement inexistant. Il existe, hein, on a des enseignants permanents, Roland, Corinne, Abdelila qui enseignent, etc. Mais on a essentiellement 98% des intervenants de l'ESSAV sont des professionnels en activité. Et ça, c'est un point essentiel, extrêmement important. Je ferme cette parenthèse et je reviens à ta question qui, par rapport donc, à comment s'inscrit l'ESSAV aussi dans la ville touristique, etc. Depuis le début, depuis la conception de l'école, on a réfléchi à… Voilà, on n'est pas comme une école à Paris ou à Lyon qui arrive dans une industrie existante et qui va fournir des compétences à une industrie existante. L'ESSAV est une école qui arrive sur un territoire vierge qu'il faut travailler et qu'il faut faire grandir en même temps que l'école. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens et les étudiants de l'ESSAV d'aujourd'hui seront des acteurs du développement de leur secteur d'activité. Ils n'arrivent pas dans un territoire déjà organisé. Donc ça, c'est aussi un point très important. Donc, avec la partie formation, transmission, etc., ce qui a été tout de suite réfléchi et qui continue à être réfléchi en permanence, c'est comment s'inscrire dans le paysage et dans la réalité que nous avons. Comment s'inscrire dans la réalité économique du Maroc, comment s'inscrire dans la réalité, je dirais, des potentialités d'une ville comme Marrakech. Je pense que, voilà, dans un premier temps, l'idée, c'était Marrakech, avec son festival, a aussi besoin d'une école. Marrakech, ça fait aussi rêver. C'est comme Cannes, c'est comme Venise. Ça fait, voilà, c'était un petit peu, je dirais, dans les premiers dossiers qu'on écrivait pour faire la promotion de l'école, c'était un petit peu voilà. Et ça continue, ça reste. Je veux dire, on profite de l'exposition de Marrakech au niveau international. À côté de ça, cette ville est une ville qui vit essentiellement du tourisme et de l'attractivité justement qu'a le reste du monde pour son ciel, ses paysages, son architecture et son histoire. Et donc, je pense qu'il faut s'inscrire à l'intérieur de cette donnée. Et le cinéma participe de ça participe de la création de cette image de ce rayonnement. Le graphisme aussi, avec sa recherche d'identité, justement, participe à ce rayonnement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et le numérique est un soutien, je dirais, ça nous aide véritablement, c'est d'ajouter dans
dans l'écosystème qui existe déjà aujourd'hui, des entrepreneurs culturels. Parmi ces entrepreneurs culturels, il faut des producteurs, il faut des creative producers, hein, des gens formés à l'accompagnement des projets. Il faut aussi des gens qui apprennent cette particularité du marketing culturel, de la promotion de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les industries créatives. Et voilà, donc ce sont deux volets, deux nouveaux axes que l'ESAF va développer après avoir passé 15 ans à former des créateurs, des créatifs. Il faut aujourd'hui des compétences qui permettent à ces créateurs et à ces créatifs de s'inscrire de manière plus forte et deviennent véritablement des acteurs de développement de ces secteurs d'activité. Alors, Vincent, c'est ma toute dernière question et après on passe, je vais demander de répondre brièvement, après on passe aux questions du public. Alors, j'ai intégré l'ESSAV en 2008, je fais partie de la 3e promotion, donc en fait qui est sortie avec une licence en 2011. Et puis je suis revenu par la suite faire un master, donc j'ai vu que le programme avait changé un peu, mais je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on enseigne toujours le cinéma et le graphisme de la même manière aujourd'hui qu'il y a 12 ans? Et est-ce que tu penses qu'on continuera à enseigner le cinéma et le graphisme de la même manière aujourd'hui que demain, post-Covid? Alors, alors, il y a des fondamentaux. Et ça, voilà, on ne peut pas, je dirais, sortir de ces fondamentaux. Bon, que ce soit d'ailleurs le cinéma ou le graphisme, il y a d'un côté cette mise en pratique, mais voilà, on ne forme pas des techniciens, hein, à l'ESSAV. D'ailleurs, on n'appelle pas les filières image, son, montage des filières techniques, on les appelle des filières instrumentales. Donc, on forme des collaborateurs artistiques, des gens qui vont travailler ensemble au projet, à un projet, qui au départ, bien sûr, quelqu'un va initier ce projet, mais le travail va se faire de manière collective et dans un dialogue permanent. Voilà, donc d'un côté, donc on enseigne bien sûr les fondamentaux. À un moment, il faut connaître la technique d'une caméra, il faut faire des expériences pour savoir éclairer, il faut suivre des ateliers d'écriture, des ateliers de direction d'acteurs. Ça a toujours existé dans les écoles de cinéma et à mon avis, ça continuera à exister parce que c'est un territoire d'expérimentation, une école d'art, avant tout. Donc, il faut créer des situations qui permettent aux étudiants de s'exercer, de faire des erreurs, de tester, de prendre des risques. Donc, cette partie-là, c'est fondamental. À côté de ça, bien sûr, on a une responsabilité très importante qui est d'amener aussi une culture. Les étudiants qui rentrent dans l'école, une des choses qu'on leur dit, vous n'allez pas écrire ou faire des films sur une page blanche. Il y a une histoire derrière vous. Vous vous inscrivez à l'intérieur d'un contexte culturel. Voilà. Et vous n'êtes pas que des futurs praticiens, vous êtes aussi des citoyens. Vous êtes des gens qui vivez dans un monde, dans une société. Et donc, il faut aussi avoir la possibilité à l'intérieur d'une école d'échanger, de dialoguer, de débattre pour aussi tester sa manière de penser, son point de vue sur le monde. Voilà, tous ces éléments-là, Walid, sont des éléments qui existaient déjà à la création de l'école. Ce qui se passe aujourd'hui de nouveau, et ça va dans le sens de ce que je disais auparavant avec l'ouverture des nouvelles filières, c'est que je pense que on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir ce dialogue de manière beaucoup plus facile et permanente. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose de nouveau qu'on commence à expérimenter et qu'on va développer, c'est une pédagogie
par projet, mais qui va aussi permettre ces croisements de compétences. Alors déjà au sein du département cinéma, compétences de réalisateur, de scénariste, de chef opérateur à l'image, au son, de monteur. En fait, voilà, que les projets soient déjà discutés dès le début, que cette logique du collectif soit présente. Les graphistes également sont présents dans je dirais, ce tour de table et s'ajouteront les producteurs, les entrepreneurs culturels, les gens de la communication qui vont… voilà, donc ce qui va changer, c'est que on travaille à la possibilité de mettre en place des modules qui se croisent et qui permettent à ce dialogue d'être constant tout au long du cursus de l'ESSAV. Encore une fois, c'est quelque chose qui, bien sûr, on l'invente en le faisant, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Beaucoup d'écoles, beaucoup de collègues directeurs avec qui je parle, notamment à l'INSAS, mais aussi avec des écoles de graphisme comme la HDK de Zurich, etc. Ces méthodes pédagogiques sont de plus en plus en train d'être mises en place. Donc, pour dire les choses de manière plus directe et simple, pédagogie de projet, mise en place de convergence permanente et établir un dialogue permanent entre les différentes filières. Ok, Vincent, avant de passer aux questions du public, j'aimerais bien… Le concours est pour bientôt? Oui, le concours cette année, avec ce qui nous est tombé dessus, va être au mois d'août, puisque les lycéens passent leur bac en juillet et les résultats seront fin juillet. Donc, on va organiser le concours au mois d'août. Ok, donc alors on commence par une première question qui est de Hicham Haïda. Donc en fait, il dit qu'il vous connaît depuis l'époque de l'Institut français. Dommage, à l'époque, il n'y avait pas encore les SAV et il est parti faire ses études de cinéma en France. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la possibilité de créer une formation continue pour les professionnels qui travaillent déjà dans le domaine du cinéma, qui ne sont pas diplômés? Créer une formation continue comme ce qui se fait en France peut restructurer aider à restructurer le domaine. Absolument, c'est quelque chose… Voilà, on y a pensé beaucoup depuis l'ouverture de l'école, à mettre en place cette formation continue. On a fait des tentatives, c'est pas évident parce que il n'y a pas au Maroc une culture de la formation continue. Bien qu'il y ait en fait des moyens pour développer cette formation continue par l'intermédiaire de l'OFPPT, etc. Mais donc c'est des mécanismes un peu complexes de financement. En tous les cas, voilà, aujourd'hui on ne l'a pas mis en place, ça n'existe pas. Mais c'est un projet, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être mis en place. Aussi parce que, pas uniquement pour ceux qui n'ont pas fait les SAV, je pense que, et j'espère d'ailleurs que les anciens de les SAV, à un moment ou à un autre, aient besoin de refaire une tranche de formation. Je veux dire, la formation, c'est toute la vie. Alors, une deuxième question de Aziz Maher Alaoui. Elle a été posée en arabe, donc en fait, je vais te la lire au fur et à mesure que je la traduis. Alors, cette institution unique qui est les SAV. Mes salutations à Monsieur Mileli et toute l'administration, le comité pédagogique. Cette école qui est ouverte à tous les talents, même ceux qui ne sont pas étudiants. Donc, alors, la question concerne à quel point l'école est ouverte sur l'Afrique et sur le monde arabe, et est-ce qu'il y a une vraie politique là-dessus? Donc j'imagine en fait que tu as répondu un peu à cette question tout au long mais tu peux aussi refaire un petit mot. Non, mais oui, en fait, oui. Ce que je peux dire, bon, on a pas mal parlé du continent africain, mais on a aussi développé des réseaux de partenariat, notamment grâce au financement de remèdes audiovisuels. Et donc, on a des relations très proches avec deux écoles en Tunisie, une école au Liban, l'ALBA. Et voilà, donc c'est aussi… voilà,
ces partenariats nous ont permis à nos étudiants de voyager, de rencontrer d'autres étudiants donc, du monde arabe. Et cette dimension, je dirais, à la fois méditerranéenne et arabe, joue un rôle important. Et puis, bien sûr, des Européens. Il y a systématiquement chaque année, 1, 2, 3, ça dépend des années, jeunes hommes ou jeunes filles qui passent le concours, qui sont reçus et qui font le voyage et vivent là. Et c'est très intéressant, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Ce qui est drôle aussi, c'est la partie un peu plus intime, mais c'est que les gens se marient à l'ESSAV, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on a beaucoup de mariages mixtes avec la mixité culturelle. Alors, une autre question, cette fois-ci, c'est Abdel Babel. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie à l'horizon d'établir une collaboration dans le futur proche entre les instituts de même formation ou complémentaires, en fait? Il parle d'ici au Maroc. Il parle de l'ISIC de Casablanca, l'ICMC Ouarzazate, l'ISADAC et autres, donc j'imagine l'ISMAC, car chaque institut forme dans des filières qui complètent votre formation initiale. Absolument, mais c'est déjà en place, hein. On a, bon, avec l'ISADAC, on a eu des partenariats dès la création de l'école, mais là, on a repris avec le nouveau directeur de l'ISADAC une collaboration très proche. On a déjà mené l'année dernière un atelier ensemble et donc on va poursuivre. Ça, c'est quelque chose qui va rester parce que c'est très positif. Nous, on a besoin d'acteurs et eux, ils ont besoin de créateurs. Donc, en fait, voilà, la complémentarité est évidente. Et puis aussi avec d'autres écoles de cinéma ou de graphisme. Voilà, avec l'ISMAC, on a commencé une collaboration, mais c'est vrai que voilà, le changement de direction a un peu freiné les choses. Mais oui, après, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec aussi l'ENBA, donc de Tétouan, l'école d'art de Tétouan, c'est d'essayer de construire un petit réseau d'écoles d'art. La raison première, c'est d'aller négocier auprès du ministère de l'Enseignement supérieur notre spécificité. Parce qu'on n'est pas une université classique qui fonctionne avec les mêmes systèmes et on a besoin d'expliquer un peu, de faire de la pédagogie auprès des administrateurs du ministère de l'Enseignement supérieur pour expliquer notre métier, qui n'est pas exactement le même métier qu'une université ou qu'une école de commerce. Question suivante. Alors, Darir Sizif, bon, moi, je vais arrêter de lire les noms parce que des fois c'est compliqué. Nous souhaitons avoir des cours en master, mais à distance et par correspondance. Est-il possible? Merci. Alors, oui, c'est quelque chose qui est en effet possible, pas pour tout. Hein. Je pense que c'est possible, par exemple, de mener des ateliers à distance sur tout ce qui est écriture de scénario. Vraiment, on peut accompagner des ateliers d'écriture, on peut suivre le travail de la progression de l'écriture d'un scénario à distance. Voilà, on ne peut pas apprendre à éclairer à distance. Voilà. Donc, c'est ça la limite de ça. Mais je vous remercie en tous les cas de cette question parce que ça nous donne des idées. Parce que je pense qu'en effet, ce serait intéressant de voir si on arrive à regrouper, je ne sais pas moi, une dizaine de candidats sur, par exemple, une formation au scénario, ça peut être vraiment très intéressant de mettre en place ça. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le métier d'artiste n'est pas important dans la construction du monde et en l'occurrence celui post-Covid? Alors, ben, je trouve que c'est une... je trouve que c'est pas très, très, très malin enfin, de dire ça parce que... Mais beaucoup de personnes le disent en ce moment sur c'est vrai. le... Ah Ouais. oui, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, on passe notre temps dans cette période de confinement à se distraire avec à la fois ce qui passe à la télévision, ce qu'on regarde sur nos écrans d'ordinateur ou de téléphone, ce qu'on projette
sur son écran de télé. Enfin bon, je veux dire, donc, c'est bien derrière tout ça, il y a des gens qui ont conçu ces projets, ces films. Donc l'artiste a un rôle central. Je veux dire, c'est un rôle, je dirais, là je ramène l'artiste à un rôle d'amuseur pour simplifier ma réponse. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, le rôle de l'artiste est aussi de, je dirais, de faire prendre conscience des choses, de regarder le monde dans sa réalité, de le regarder et de le montrer justement pour qu'on le voit tel qu'il est et qu'on se forge sa propre pensée, son propre avis sur les choses qui se passent. On n'est pas uniquement des réceptacles, on est aussi des acteurs et l'artiste est un acteur par excellence qui a un véritable pouvoir d'influence et donc joue un rôle fondamental sur l'avancée du monde. J'ai l'impression d'aligner un petit peu des évidences, mais des fois c'est important de le répéter. J'ai l'impression que les gens qui posent ce genre de questions, qui pensent que l'artiste n'est pas important, c'est des gens qui n'arriveraient jamais à imaginer ce que serait le monde sans les artistes. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entourés d'art tout le temps. Exactement, ça fait partie du quotidien. Il n'y a pas une journée d'une personne du monde qui ne croise pas une œuvre créative dans la journée. Aujourd'hui, particulièrement avec la puissance de diffusion qu'offre le numérique, c'est une évidence. Alors, une question de Rabab Aboul Hussein qui dit: est-ce possible de voir de nouveaux métiers de cinéma s'enseigner à l'ESSAF, comme la gestion de prod, le make-up et le décor, par exemple, en fait, etc. Ouais. Alors, la production, c'est sûr, c'est en cours, c'est en marche. Donc, production, mais pas uniquement, ce que je préfère appeler l'entrepreneuriat culturel, parce que le producteur est avant tout un entrepreneur culturel, et donc, voilà, le cinéma est un des axes et c'est un métier spécifique, mais c'est important aussi que ce soit dans un paysage plus général et plus global. Après, pour tout ce qui est décor, ce serait formidable. J'adorerais, mais c'est très lourd. Ça demande des équipements. Voilà, pour vous répondre franchement, c'est pas dans le calendrier proche. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution du cinéma marocain et de la production au Maroc? Alors, moi, voilà ce que je pense. J'ai été au Festival de Tanger cette année. J'étais jury dans les courts-métrages, mais j'ai vu à peu près toute la production cinématographique marocaine. Je la regarde, cette production, déjà depuis plusieurs années, depuis que je suis au Maroc. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'abord il y a une grande diversité, et que cette diversité, elle augmente de plus en plus. Quand je parle de diversité, c'est qu'il y a un cinéma d'auteur qui est un cinéma, je dirais, c'est pas péjoratif, mais un cinéma de festival, donc qui va rencontrer son public de manière locale et qui va rencontrer un plus large public dans le circuit des festivals. Et puis, il y a un cinéma populaire qui, depuis une dizaine d'années, est au top du box-office quand ça marche bien, quand c'est réussi. Je pense que c'est important de garder ces deux voies, je dirais, du cinéma. Et le cinéma marocain, je dirais d'une certaine manière, se débrouille pas mal. Voilà. Ceci dit, je trouve qu'il y a encore des soucis de fabrication. Ce que je dis là, les professionnels le savent, c'est des discussions qu'on a souvent quand on se croise à différentes occasions. Je pense qu'il y a un gros problème encore
de temps et de moyens de développement. Le cinéma marocain va trop vite en production. Je pense que le fonds d'aide, enfin l'avance sur recette, qui est un outil extraordinaire pour que ce cinéma existe, donc je n'ai pas du tout envie de cracher dans la soupe, mais en même temps, il y a un effet pervers de cette aide, de cette avance, parce que dès qu'on a l'avance, on peut partir en production et il y a un besoin de développer vraiment voilà, cette phase qui se trouve entre l'écriture et le tournage, qu'on appelle le développement, est un stade important et je trouve que on est, voilà, les films manquent de travail. Voilà mon vue aujourd'hui. Alors, c'est un point de vue un peu, je dirais, décalé, quoi. Je suis pas un spectateur totalement innocent. Je suis un spectateur qui regarde comment c'est fait. Euh, et, euh, et je trouve que l'industrie, c'est-à-dire en fait l'outil de fabrication du cinéma marocain, est pas encore totalement au point. Et je pense que nous avons un rôle essentiel en tant qu'école et formateur à jouer dans ce sens. Pour dire les choses encore plus précisément, je pense que donc il y a ce temps du développement qui est très important, mais il y a aussi toute la chaîne de post-production qui n'est pas encore suffisamment exigeante pour qu'on arrive à une qualité indiscutable et une qualité exportable. Voilà. On parle de... Quelques s'exportent, mais pas suffisamment, à mon avis. Tu as parlé de toi, spectateur, et là, ça nous envoie vers la dernière question du public. Et en fait, c'est une question, la personne a envie de savoir quel cinéma aime Vincent Millelli. Est-ce qu'il regarde la télé? Est-ce qu'il écoute la radio? Quel type de spectateur tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, donc, j'ai une chance inouïe. Il y a une salle de cinéma à l'école. Donc, voilà, je vais au cinéma, je dirais, dans mon lieu de travail. Il y a ensuite, très sincèrement, à part le cinéma Colisée, je vais très peu dans les autres salles. Je vais quelques fois au Megarama, mais en fait assez peu. Je vois pas mal les films en festival. Autrement, je suis. Voilà, j'ai une installation chez moi, je peux voir des films sur le grand écran chez moi et je regarde beaucoup, en fait, du cinéma d'auteur. Voilà, je ne suis pas tellement un spectateur de cinéma de genre. J'ai beaucoup regardé des films fantastiques, justement à l'époque, Escurial, Max Linder, etc. Mais ce n'est pas vraiment mon truc. Voilà, et depuis aussi l'avènement des séries, je suis aussi pas mal consommateur de séries. Voilà. En gros, Ok, alors je vais passer la parole à Jeannette et Georges pour la dernière fois, en fait, et un petit mot de la fin. Jeannette, puis Georges. D'accord. Alors, pour mon mot de fin, donc, je voudrais vous remercier l'équipe pour cette opportunité, mais aussi, surtout vous et toutes les personnes euh, qui ont contribué à cette initiative qui est une école de graphisme cinéma au Maroc, car ben, aujourd'hui, nous ne serions pas là à faire de notre passion un métier. Merci beaucoup, Jeannette. Et tu me donnes aussi l'occasion, à mon tour, de remercier toute l'équipe avec laquelle je travaille, qui est une équipe mais vraiment extrêmement chaleureuse, que je porte dans mon cœur et que j'aime comme ma propre famille. Voilà. Georges. Alors, Georges. Donc voilà. Donc merci à vous, merci à toi Walid, merci à notre invité, merci à Janat, merci à l'équipe qui est derrière, voilà. L'équipe de M. Roland, l'équipe de Mochine et les autres. Merci aux téléspectateurs, aux étudiants de l'ESA, à la colonie sénégalaise de l'ESA. Et alors, Vincent, j'imagine que toi aussi tu as un petit mot de la fin. Bah oui, je voulais dire merci Walid d'avoir voilà, accompagné cette discussion. J'espère que ça a été
intéressant pour tout le monde. En tous les cas, moi, j'étais content de le faire. Je voulais, voilà, je profitais de Jeannette pour remercier en effet toute l'équipe qui travaille à faire que cette école vive et que voilà. Encore une fois, c'est pas un boulot, c'est un engagement. Ça demande beaucoup, mais il y a énormément de générosité partout. Mais on ne peut pas faire de la pédagogie si on n'est pas généreux. C'est un métier où on donne essentiellement, on passe son temps à donner. Heureusement, on reçoit aussi beaucoup. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Et je dois faire une petite annonce quand même, parce que je profite de la présence d'une audience pour dire que samedi, nous aurons une projection en ligne d'un programme qui s'appelle Cinéaste et graphiste en herbe. En fait, avec des anciens étudiants, on a monté un réseau de lycées de Marrakech et sa région. Et les étudiants et anciens étudiants encadrent des équipes de lycéens qui font des films toute l'année. Voilà. Et donc, donc, il y a 11 films qui ont été tournés cette année et qu'on va présenter en ligne samedi à partir de 20h. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour à la fois découvrir les films de ces lycéens. C'est intéressant parce qu'on a rarement l'occasion d'entendre et de partager le point de vue de jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Leur manière de voir le monde, l'univers de l'école. C'est très intéressant véritablement de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de produire. Et donc ensuite, on fait ça en partenariat avec Canon. Les films qui vont gagner des caméras, etc. Donc c'est quand même assez intéressant et prestigieux. Et aussi, ce qui est prestigieux, c'est qu'il y a un jury qui va décerner ces prix. Voilà ce que je voulais dire. Merci Walid et merci à tous. Merci à toi Vincent. Moi à mon tour, j'aimerais remercier beaucoup en fait les gens qui nous ont suivis tout au long de ce live. Merci Jeannette, merci Georges. Encore une fois, merci Vincent, merci pour le live, merci d'avoir été un directeur exemplaire et plein d'autres choses pour plein d'autres étudiants de l'école et pour moi aussi. Je tiens à rappeler que le concours de l'école est pour bientôt. Les inscriptions sont toujours ouvertes. N'oubliez pas d'aller checker le site essadmarrakech.com. Il y a un profil Instagram et une page Facebook très active où Mohsin Kamal, notre responsable communication, vous répond tout le temps et avec une très bonne humeur. Merci. Laissez-le dormir un peu parce qu'il répond même en pleine nuit. Donc, voilà. Ok, salut.